Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Desbiens. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio pour un nouvel épisode de La planète demain, la seule émission de radio dédiée à l'écologie positive qui donne la parole aux véritables acteurs du changement et aux porteurs de solutions pour un avenir durable. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans nos studios deux personnalités aux univers complètement différents, mais avec une vision orientée vers l'avenir. J'ai nommé Clément Saillard, cofondateur de la société Conseil et Intermédiation, et puis Angélique Payette, femme d'affaires et romancière. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors, cher Clément, on va commencer avec vous. Vous avez cofondé la société Conseil et Intermédiation et à ce titre, vous représentez la société Smagin Engineering. Exactement. Engineering, oui. Mais finalement, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez ? Alors effectivement, j'ai cofondé mon entreprise d'aide au développement de plusieurs projets et on en accompagne différents. Et dans ce cadre-là, effectivement, on accompagne Smagin, avec qui on est en partenariat, à développer un écosystème pour traiter les déchets. Donc ça passe de la collecte jusqu'à la valorisation des déchets. Alors, quelles lacunes avez-vous ciblées dans les systèmes actuels, tri, collecte et de transformation en énergie, parce que vous parlez de ça. Est-ce que vous avez ciblé donc ces systèmes actuels et qu'est-ce qu'il en est ? Exactement. Alors, il y a deux types de lacunes principales, c'est-à-dire d'abord en aval, en amont du traitement des déchets, puisque la collecte malgré tout est assez artisanale, et ce qui entraîne des frustrations pour les usagers qui ne sont pas non plus incités, puis également des erreurs de tri. Donc ça, c'est des erreurs qu'on va retrouver ensuite en aval du traitement des déchets sur l'ensemble de la filière, puisque l'ADEME estimait qu'en 2024, il y avait notamment 40% des déchets français qui n'étaient pas valorisés. Donc en fait, il y a une inefficience générale dans le système. Et quels sont les grands défis actuels de la gestion des déchets, justement, et évidemment en France ? Les défis, ça porte nécessairement sur l'efficience, parce qu'il y a deux façons de traiter les déchets aujourd'hui en France. Principale, c'est soit l'enfouissement, donc là on creuse un trou béant et on met tout dedans. On met tout dedans avec les défauts que ça entraîne. Puis le deuxième système qui est plus efficace, c'est l'incinération. Donc là, on va effectivement réussir à produire de l'énergie à partir de ce système, mais malgré tout, il y a quand même de l'efficience à aller chercher au-delà de ça. Et la France produit-elle de l'énergie à partir des déchets recyclés ? Absolument, oui. Justement, avec l'incinération que j'évoquais, on estime que la France aujourd'hui peut produire de l'énergie pour couvrir les besoins de 2,5 millions de foyers, en traitant à peu près 15% des déchets du territoire. Alors c'est quoi votre proposition ? Alors nous, justement, ce que j'évoquais, c'est un écosystème, c'est-à-dire qu'on est capable d'intervenir sur toute la ligne. Donc d'abord de la collecte, ensuite sur le traitement des déchets et ensuite sur la valorisation des déchets, c'est-à-dire leur transformation en énergie et ensuite leur revente. Et votre écosystème, quel est-il ? Alors, on décompose les quelques étapes que je viens d'aborder. Donc d'abord, il y a la collecte avec les différents systèmes qu'on est capable de proposer pour réussir à collecter des déchets de la meilleure qualité possible. Parce qu'ensuite, on va se concentrer sur les déchets desquels on peut extraire le maximum d'énergie. Et donc, dans tout le processus ensuite de transformation en énergie, on va séparer les déchets et on va les transformer en gaz, puis ensuite en énergie qu'on pourra revendre sur le marché. Alors, vous parliez du tri aussi. Comment fonctionne cette étape de tri chez vous ? Alors, chez nous, d'abord, ça commence par la collecte, parce qu'avec nos systèmes, on est capable non seulement d'inciter financièrement les usagers à bien trier, et en plus, on va opérer un système de contrôle, c'est-à-dire qu'on va vérifier si le verre est bien avec le verre, qu'il n'y a pas eu d'erreur, que le plastique est bien avec le plastique, etc., sur place. Et donc, ces mécanismes sur place vont ensuite, quand ils sont pleins, envoyer un message à l'usine pour que l'usine envoie un camion les collecter, ce qui évite les passages intempestifs. Et la transformation de matière, ça se passe comment ? Alors, la transformation de matière, une fois qu'on a récolté les déchets, qu'on s'est assuré de leur qualité, on va séparer ce qui est organique d'un côté, donc ce qui provient de la poubelle classique, de ce qui est solide, donc du verre, du plastique, même des pneus par exemple. Et une fois qu'on a opéré cette séparation, ce qui est organique, on va opérer un système pour que la méthanisation soit accélérée en à peu près 8 jours au lieu de 3 à 4 semaines. Et tout ce qui est solide, on va le transformer en une espèce de pâte de résidus, pâte dont on va pouvoir extraire jusqu'à 90% des déchets qui sont rentrés, donc ce qui est considérable, pour ensuite la transformer en gaz de synthèse, puis ensuite en hydrogène ou en électricité. Donc c'est ça le processus de transformation finalement, ce que vous venez de citer. Il y a des avantages à ce procédé, à utiliser ce procédé ?
Il y en a plusieurs, oui, et ils sont tous sous la coupe de l'efficience globale, puisque, je l'évoquais, on peut traiter jusqu'à 90% des déchets qui rentrent dans le système. Et au-delà de ça, on est capable de produire, vous l'avez donc entendu, plusieurs types d'électricité. On commence par du gaz, et une fois qu'on a transformé le gaz, on est capable de le transformer soit en électricité, soit en hydrogène. Donc il y a plusieurs avantages, l'efficience et la multiplicité d'énergie. Alors, votre procédé est 30 fois plus efficace que la production d'hydrogène vert. En tout cas, c'est ce que vous affirmez. Quelle quantité d'hydrogène pouvez-vous produire ? Exactement, oui. On a comparé notre procédé au système dit vert, donc par électrolyse. Et on a remarqué qu'à puissance équivalente, là où le système par électrolyse va utiliser 25 litres d'eau pour produire 1 kg d'hydrogène, nous on n'utilise pas d'eau. Et on a remarqué qu'à puissance équivalente, là où le système par électrolyse produisait 20 grammes d'hydrogène, on en produit plus d'1,5 kg. Et comment vous stockez l'hydrogène ? Alors, l'hydrogène, on va le mélanger à une poudre un peu particulière pour avoir un autre produit fini qui va permettre une absorption et une désabsorption en conservant le maximum d'énergie du produit. Et ensuite, ça va transformer l'hydrogène en un genre de plaquette de 25 cm de diamètre sur 2,5 cm d'épaisseur. Donc on peut visualiser 2 grosses boîtes à pizza dans lesquelles on va stocker plus de 600 litres d'hydrogène. Alors quand vous parlez de toute cette ligne en fait de collecte jusqu'à la production d'énergie, quelles sont les infrastructures ? Sont-elles importantes pour aller jusque-là ? Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que on a réussi à faire un système, disons, plug and play, c'est-à-dire qu'on vient se greffer à ce qui existe déjà. Donc les infrastructures de collecte, de tri, de transport existent déjà, et nous on vient se greffer en ajoutant une unité d'abord de collecte et une unité ensuite de traitement du déchet. Mais donc ça ne nécessite pas de création d'infrastructures considérables. Alors, on parlera aussi des décharges. Elles semblent bon marché, mais quel est le vrai prix caché et comment on évite ça avec votre process notamment ? Alors c'est vrai, oui. Le coût de la tonne en décharge, ça va coûter à peu près 135-140 € la tonne en décharge. Mais vous l'avez noté, il y a un coût nettement supérieur puisque les déchets vont produire différents gaz qui vont polluer l'atmosphère, leur environnement direct avec que ce soit des forêts, des prairies, que sais-je. Et puis également les cours d'eau, que ce soit les nappes phréatiques ou les cours d'eau avoisinants. Donc le coût environnemental et social est nettement plus important que le coût faible financier. Alors justement, parler d'environnemental, environnementalement en parlant, quel impact ? Moins de CO2, moins de déchets enterrés ? Où est-ce qu'on en est avec Absolument, votre produit ? oui. Alors moins de CO2 effectivement, puisqu'on rejette que de la vapeur d'eau. Nous, contrairement à l'incinérateur, on ne va pas rejeter de fumée toxique par exemple, ni de mâche-fer, c'est-à-dire les déchets issus de la transformation des déchets. Donc on a cet avantage-là, pas de fumée toxique, et puis on est relativement propre avec une efficience considérable puisque 90% peuvent être traités. Et la technologie est-elle française ? Absolument, oui. Technologie française, écosystème français, entreprise française. Et comment mettez-vous en place ce système d'écologie positive ? On s'adapte aux besoins, c'est-à-dire que comme on est capable d'intervenir sur toute la ligne, on répond aux besoins du client. Donc soit c'est que sur la collecte, soit c'est que sur le traitement des déchets, soit c'est que sur le tri, soit au contraire c'est sur tout le panel de ce qu'on est capable de proposer. Donc là c'est vraiment du cas par cas et du sur-mesure. Merci infiniment, cher Clément Saillard, cofondateur de la société Conseil et Intermédiation. On se retrouve dans un court instant sur Sud Radio avec nos 2 invités et Thibaut, notre fameux French Trotter national, qui aujourd'hui nous emmène en éco-voyage dans le bocage vendéen. Tout un programme. À tout de suite. Picotis Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio. La planète demain, Christophe Debian. Vous êtes toujours sur Sud Radio, la planète demain, en compagnie de Clément Saillard et d'Angélique Paillet, romancière, et bien sûr de Thibaut, notre French Trotter national, qui est retourné dans le bocage vendéen, où je crois, cher Thibaut, vous avez vécu une véritable expérience d'éco-voyage, n'est-ce pas ? C'est exactement ça, Christophe. La semaine dernière, on avait évoqué les atouts de la Vendée en matière d'écotourisme, une autre manière de vivre ses vacances, plus proche de la nature, avec des pratiques plus vertueuses. Et cette fois, je vous emmène en immersion au cœur du bocage vendéen que l'on va découvrir en trottinette électrique. Et oui, c'est l'une des activités proposées dans l'offre d'éco-voyage développée par l'agence Vendée Expansion, une forme de mobilité douce, légère et qui permet de profiter du paysage. Et on va suivre notre guide Mathieu de Trot et Nature qui nous explique d'abord où nous nous trouvons. Attention à ne pas tomber. Je vais faire attention. Eh bien, on se trouve sur la vallée de Poupée. Voilà, tout simplement. On est sur les bords de la Sèvre nantaise.
Il dure combien de temps vos parcours ? Alors en fait, on a plusieurs parcours. On a des parcours d'1 heure, on a des parcours de 2 heures. Et après, selon le niveau des gens et selon un petit peu leurs envies, on a une balade, soit la partie plutôt balade, plutôt roulant en fait, comme on est en train de faire cet après-midi. Et autrement, on a l'autre partie qui est un peu plus sportive. Ça permet d'aller s'amuser sur du terrain un peu plus technique, quoi. Le but du jeu aussi, c'est de découvrir la nature, ces paysages magnifiques de bocage vendéen. Exactement, c'est surtout pour ça qu'on le fait et c'est initialement pour ça que l'entreprise a été créée. En fait, c'est justement pour découvrir les bords de la Sèvre nantaise. Et selon les saisons, ça change de couleur en permanence, donc c'est très agréable. C'est quoi la réaction des personnes qui découvrent la trottinette électrique pour la première fois ? C'est un peu surprenant la première fois parce qu'il n'y a pas de selle. On a toujours envie un petit peu de s'asseoir et finalement voilà, ça crée cette petite réaction. Écoutez, je vous suis, voilà, je prends place sur ma trottinette électrique. Ça y est, voilà, c'est parti. On sent la puissance de ces trottinettes. Bonjour. Voilà, je viens de terminer cette petite balade à trottinette électrique. Et avec nous, il y a Caroline Beaufils de Vendée Expansion, qui est responsable de la promotion touristique. Alors, Caroline, quelques mots sur cette balade ? Ravie, parce que c'était un baptême comme vous. C'est une vraie expérience à vivre, en fait, et j'étais contente que vous puissiez vivre ça. En fait, ça fait partie des éco-voyages qu'on propose. Alors justement, ces expériences ancrées dans le durable, comment vous les sélectionnez ? Tous nos éco-voyages sont co-construits avec des acteurs du territoire, dont les offices de tourisme. Celui-ci, en particulier, il fait partie de l'éco-voyage sur le Marais Poitevin, qu'on a construit avec l'Office de tourisme Vendée-Marais Poitevin. Et c'est vraiment une immersion dans le territoire vendéen, dans les terres. Et on vous invite, dans ces roadbooks qu'on a construits, à vivre autrement ces vacances et à travers des balades en barque dans le Marais, à travers des activités de loisirs comme la trottinette électrique, à travers un gîte. On a plusieurs gîtes qui ont un vrai engagement durable, environnemental. Et voilà, on co-construit ça avec tous nos partenaires qui connaissent bien le territoire, qui connaissent bien le terrain, qui connaissent les acteurs qui peuvent répondre à ces nouvelles attentes en fait, des touristes aujourd'hui. Un autre exemple concret d'éco-voyage conçu par Vendée Expansion. Alors, on en a un autre. Alors là, on passe de la terre à la mer. On en a construit un aussi sur l'île de Noirmoutier, par exemple, avec l'Office de tourisme. Et là, le projet, c'est vraiment de faire toute l'île à pied et en vélo, de sortir hors des sentiers battus, d'aller à la découverte des producteurs locaux et dans des établissements aussi d'hébergement insolites et plus durables. Toujours en ligne de mire, de déplacement économe en carbone ? Oui, c'est ça. Nous, on donne beaucoup de conseils. On a construit vraiment beaucoup d'outils et on propose toute une liste d'éco-gestes qu'on peut faire pendant ces vacances. Et aussi, on a tout un panel de solutions en termes de mobilité douce, et, dont le vélo. Et les professionnels s'engagent là-dedans aussi pour accueillir encore mieux les vélos sur leur site. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous. On le voit bien, l'éco-voyage, ce n'est pas seulement une tendance, c'est une autre façon de découvrir un territoire, plus douce, plus consciente et tout aussi enthousiaste. Merci Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau reportage en immersion. Vous êtes toujours sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain, et aujourd'hui nous allons donc faire rimer écologie avec science-fiction, et pour ce faire j'ai le plaisir d'accueillir sur Sud Radio dans l'émission La Planète Demain une romancière des temps modernes, j'ai nommé Angélique Paillet. Bonjour Angélique. Bonjour Christophe. Alors, dans une vie professionnelle précédente, vous avez longtemps œuvré dans l'ombre du pouvoir, vous avez dirigé des entreprises, vous étiez également experte en stratégie et en communication de crise, vous avez même accompagné en France des personnalités du monde politique, médiatique et économique. Mais derrière cette femme de réseau que vous représentiez à l'époque, se cachait-il déjà cette vocation d'écrire ? Depuis l'âge de 6 ans. Il y a 4 ans, quoi. Oui, c'est ça, il y a 4 ans. Non, depuis que je sais tenir un stylo, j'ai toujours griffonné sur des cahiers, sur des carnets, bref, tout ce qui pouvait être un support d'écrit. Le plus beau souvenir que j'ai pu avoir à travers l'écriture, c'est quand j'ai participé, quand j'avais 15 ans. C'était à la belle époque, où il y avait des concours pour des jeunes poètes, romanciers, etc. Ce serait bien de remettre ça d'ailleurs. Et j'ai eu ce privilège de gagner le premier prix, et mon texte avait été lu par Jean Marais. Ça a été la plus belle fierté de mon père.
Et depuis ce jour-là, j'ai voulu continuer, mais bon, la vie fait que il faut se nourrir d'abord, et puis donc j'ai mis un petit peu ça de côté, jusqu'au jour où j'ai dit j'en ai marre de m'occuper des autres, et il serait peut-être temps que je réalise mes propres rêves. Alors, votre premier roman de fiction intitulé « Un jour sera demain », que je tiens là entre mes mains, porte une vision très singulière d'un monde où l'avenir de l'humanité repose entre les mains des femmes. Est-ce que vous pensez que les femmes sont plus sensibles que les hommes en matière d'humanité et d'écologie ? C'est logique, puisque déjà à la base, nous sommes, on va dire, allez, si je remonte au temps des hommes de Cro-Magnon, la femme était gardienne du foyer. C'est elle qui permettait justement de garder la lignée, la progéniture. Donc on a cet instinct en nous de protéger ce qui nous est cher, c'est-à-dire nos petits. Et qui dit petit après dit grand, et donc forcément la société, l'humanité. Donc c'est pas que la femme qui est mise à l'honneur, mais en fait j'aime bien faire les parallèles. La femme est la compagne de l'homme, et demain l'intelligence artificielle sera aussi la compagne de l'humanité. Alors ce roman fiction est un ouvrage très engagé, à la fois inspiré de faits réels qui ont en réalité marqué à jamais les esprits. Votre récit commence d'ailleurs en 2025. Par une pandémie planétaire qui anéantit les 3/4 de l'humanité. Cette période Covid que nous avons tous vécue et traversée, a-t-elle été un choc dans votre vie et un déclencheur en fait dans votre carrière ? Alors un choc non, parce que c'était quelque chose déjà que je ressentais déjà depuis un petit moment. D'ailleurs j'avais, en fait quand j'avais commencé à vouloir écrire ce roman, j'avais l'idée d'une pandémie, mais je ne savais pas quelle maladie mettre en avant, parce que je voulais vraiment que le roman tienne la route. Donc j'ai attendu pour avoir la maladie qui ferait que le monde changerait. En cherchant sur le site de l'OMS, ils avaient déjà prévenu que justement en 2019-2020, il allait y avoir une pandémie, donc une maladie qui touche tout ce qui était respiratoire. Mais il n'y avait pas encore le nom. Il y avait la maladie, mais pas le nom. Donc je me suis dit, je vais attendre. Et j'ai attendu. Et effectivement, quand le mot Covid est apparu, j'ai dit, c'est une évidence, mon point de départ, il est là. Donc j'ai profité justement du confinement pour écrire. Puisque même si je travaillais, on a tous fait plus ou moins du télétravail à ce moment-là, mais ça m'a laissé du temps pour commencer à vraiment construire et écrire ce roman. Alors dans ce roman fiction, vous évoquez un effondrement total de notre civilisation, alors c'est pas très gai ça, menant à une prise de contrôle par une organisation mondiale. Pensez-vous en tant que femme, et non pas en votre qualité de romancière, que cette situation soit envisageable dans le monde dans lequel nous vivons actuellement ? C'est un petit peu ce qui se passe, Je veux dire, on peut appeler ça comme on veut. Ça a de jolies lettres, de jolis chiffres, pour pas les citer. Mais c'est un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle depuis quelques années. Un groupe d'hommes et de femmes, bien qu'elles soient minoritaires, décide un petit peu de l'avenir de notre vie. Donc, je n'ai fait que reprendre ce qui existait et extrapoler un petit peu ce qui pourrait être demain. C'est un rôle de romancière. Voilà. Alors, selon vous, lequel des deux est le plus vulnérable, la Terre ou l'humanité ? Alors, moi, j'aime bien dire que la Terre, elle n'a pas besoin de nous. Il faut arrêter de vouloir toujours la défendre. Elle est là, elle a été là avant nous. Elle en a vu des vertes et des pas mûres. Elle a subi, des catastrophes naturelles. Et elle est encore là, et elle sera encore là. Par contre, je pense que notre humanité, c'est la première chose à préserver. Parce que sans elle, on n'y est plus en fin de compte. On vit d'ailleurs dans une société qui est complètement déshumanisée. On voit bien que tout part à volo. Il y a un ensauvagement de la part d'une jeunesse qui est complètement perdue. Elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pourquoi, parce que c'est déjà à la base, elle ne sait pas d'où elle vient. Et je pense qu'il faut qu'on remette un petit peu les pendules à l'heure et se dire, avant de vouloir sauver ce qui est déjà, on va dire, existant, puisqu'elle n'a pas besoin de nous, la planète. La planète... on est un petit caillou, on est un petit grain de sable pour elle. Il faut déjà sauver l'humanité. Alors, dans votre roman, vous évoquez le clonage humain, génétiquement amélioré, aidé par l'intelligence artificielle en plus. Est-ce à penser que la science, l'innovation et les nouvelles technologies dépasseront un jour les capacités humaines, selon vous ? Alors, elles ne dépasseront pas, parce qu'il ne faut pas oublier que les personnes qui nourrissent l'intelligence artificielle, ça reste quand même l'homme, quand je dis l'homme avec un grand H. Si on ne nourrit pas l'intelligence artificielle, elle n'aura que ce qu'on leur a donné à manger, en fin de compte. C'est une forme d'encyclopédie vivante, sans émotion.
l'être humain a autant de capacités que l'intelligence artificielle. La seule différence, c'est que la machine n'est pas brouillée par, on va dire, des émotions. Nous, ce qui nous ralentit, ce sont nos émotions, c'est nos remises en question, nos doutes, etc. Donc, d'ailleurs, je sais, je vais faire hurler les gens, mais bon, quand vous regardez, par exemple, un psychopathe agit 10 fois plus vite et réfléchit 10 fois plus vite qu'une personne normale. Pourquoi ? Parce qu'il est complètement diminué de tout sentiment. L'intelligence artificielle, c'est ça. Mais si nous, on lui apporte rien, elle sera rien. Donc, l'intelligence artificielle grandit en même temps que l'être humain. Mais la seule différence, c'est qu'elle va plus vite que nous parce que justement, elle est diminuée de tout sentiment. Mais il ne faut pas en avoir peur, puisque bien au contraire, elle avance en même temps que nous, elle nous fait grandir comme nous, on l'a fait grandir. Alors, il y a une question qui persiste dans votre roman de science-fiction. Jusqu'où faut-il aller pour survivre sans se trahir ? Est-ce que vous pensez que cette question est aussi valable pour l'écologie ? Elle est valable pour tout. Elle est valable pour le vivant. Alors, tout ce qui est vivant, c'est-à-dire de vous, moi, à la moindre petite fourmi. Voilà. A-t-on le droit de tout modifier pour, soi-disant, le bien-être de tous? Alors, j'ai lu qu'on parlait beaucoup de santé dans ce roman, hein, puisque vous évoquez un fameux virus issu d'Asie, et notamment plus précisément d'un laboratoire de Wuhan. Et je suppose que vous faites allusion au virus de la Covid. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la santé est un pilier essentiel de l'écologie ? Ça passe. La santé, pour reprendre un slogan, la santé passe par l'assiette. C'est vrai. Je veux dire, si demain nous mangeons mal, nous tombons malades. Si nous vivons dans un environnement toxique, forcément on enchaîne les maladies, on enchaîne les stérilités, et c'est ce qui va perdre l'humanité. Je veux dire, il faut qu'on reprenne conscience que la Terre, c'est pas la planète qu'il faut protéger, c'est la Terre sur laquelle, non pas qu'on vit, mais qui nous permet de manger. Par exemple, l'agriculture. Je veux dire, c'est bien beau de parler d'écologie, mais l'écologie passe d'abord par l'agriculture. Moi, je trouve ça aberrant que des écologistes se battent parce qu'il ne faut pas rouler en voiture, mais à côté de ça, ça dérange personne qu'on tue des abeilles, ça dérange personne qu'on balance des produits chimiques sur tout ce qui est agriculture, et on se retrouve avec une génération de gamins qui ont des cancers à la naissance. Merci infiniment, chère Angélique Paillet, romancière, chers auditeurs. Je vous invite à vous procurer et à dévorer ce roman fiction, Un jour sera demain, qui vous transportera dans le futur avec un espoir certain. Je vous laisse avec Alain Marty pour Invino, l'émission à écouter sans modération. Et nous, on se retrouve sur Sud Radio à 12h30 dimanche prochain pour un nouvel épisode de La Planète Demain. Et chaque matin, du lundi au jeudi à 7h35 pour la Minute Planète. En attendant, retrouvez notre nouveau magazine trimestriel La Planète Demain Mag chez votre marchand de journaux. À très vite. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debiens.